Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié aux coulisses de la première cabine connectée. Je commence par vous souhaiter la bonne année à tous et à toutes. Donc on va être ensemble à peu près une trentaine de minutes je serai accompagné donc de Grégory Eve, donc Solution Architect SOA et ESB chez Smile. Je me présente rapidement, donc Adrien Fuchik, je suis directeur de la business unit X-Data qui englobe l'activité BI, ESB et Big Data chez Smile. Rapidement, une petite présentation de notre société. Donc Smile, nous sommes les premiers intégrateurs de solutions open source en Europe. On accompagne nos clients sur toutes les phases de vie d'un projet, des phases amont de conseil, de cadrage et de conception, en passant par les phases de design et de modélisation digitale, la partie ingénierie qui est l'essentiel de notre activité, pour finir sur la partie formation et exploitation. Donc on a réellement une vision à 360 des projets de nos clients, comme vous pouvez le voir dans ce webinaire. Aujourd'hui, Smile, c'est à peu près 1000 experts de l'open source. On a une très forte croissance ces dernières années, avec un peu plus de 30% de croissance en 2015. On a plus de 20 ans d'existence au service de l'open source et on travaille avec plus de 40 partenaires aujourd'hui pour un chiffre d'affaires avoisinant les 70 millions d'euros en 2015. Un petit focus sur notre activité autour de la donnée. Donc notre équipe est composée d'un peu plus de 50 consultants dédiés, répartis sur nos agences de Paris, Lyon, Nantes et Lille notamment. Concernant les partenariats autour de la donnée, on est partenaire de plusieurs éditeurs, notamment Talend et WSO2 sur la partie middleware, intégration et échange interapplicatif. Sur la partie plutôt orientée BI, de JDocs et TIBCO, et sur la partie Big Data, Elasticsearch et Hortonworks par exemple. Donc c'est vrai qu'on met l'accent, notre équipe met l'accent sur l'expertise technique. Donc on a une équipe qui est composée de consultants, d'experts sur leurs différents sujets. Le gros de notre activité, c'est l'intégration de solutions et donc la réalisation de projets de bout en bout. Donc on met l'accent beaucoup sur la certification, comme vous pouvez le voir. On a plusieurs personnes notamment qui sont certifiées sur WSO2 et plus particulièrement sur l'API Manager de WSO2. Smile, en tant qu'acteur de l'open source, contribue chaque jour à l'écosystème au travers de modules, au travers de ces partenariats, de publications et notamment de livres blancs, comme vous pouvez le constater sur notre site. Je vais vous parler un petit peu du client, Coved, donc le client qui fait l'objet de ce webinaire. Donc Coved est un acteur, je dirais, de l'environnement, qui maîtrise l'ensemble des métiers allant de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du traitement, du stockage et surtout de la valorisation des déchets. En chiffres, Coved, c'est à peu près 3000 collaborateurs, 1 million de tonnes de déchets collectés par an, 5 millions d'habitants desservis et un peu plus de 2 millions de tonnes par an de déchets qui sont traités. Donc c'est un acteur important de l'écosystème français sur son domaine d'activité. Pour vous parler un petit peu du projet sur lequel nous allons nous axer dans le cadre de ce webinaire, il s'agit donc du projet Cabine Connectée. Donc Coved a initié un vaste projet de transformation digitale dans le cadre du programme Nodus. Et Coved a souhaité se doter d'une flotte de camions équipés d'éléments de confort et de sécurité pour ses collaborateurs. Pour cela, il a souhaité équiper ces camions de boîtiers électroniques et d'écrans permettant de transmettre en temps réel des données provenant de différents capteurs du véhicule, ainsi que d'éventuelles anomalies relevées par les chauffeurs lors des tournées. Et l'ensemble de ces données sont transférées à ce qu'on appelle le SI débarqué,
justement sur lequel nous avons axé ce webinaire. Donc ces données transitent par le SI débarqué et sont ainsi mises à disposition de Coved via des API dédiées. Certaines API permettront également d'offrir des interfaces aux différents clients de Coved. Donc c'est un projet qui est un projet vitrine pour Smile, dans la mesure où il permet de montrer à quel point Smile peut être aujourd'hui le one-stop shop de l'open source, donc des expertises au service notamment de la cabine connectée, et plus particulièrement dans le cadre de ce projet-là, différentes entités de Smile qui sont intervenues sur le projet. On peut citer notamment NeoPixel sur la partie design et mobile. On peut citer également Smile Digital qui a fait tout le travail de design et d'ergonomie de la partie embarquée. Évidemment, au cœur du projet, Smile ECS, donc notre branche dédiée à l'activité embarquée chez Smile. La partie infrastructure qui a géré toute la partie et toutes les problématiques d'hébergement et d'infogérance de la plateforme. Et enfin, le système SI débarqué, qui correspond, je dirais, à la partie middleware du projet, représentée donc par notre offre système d'information du groupe Smile. Donc le webinaire va vraiment être axé sur aujourd'hui sur ce premier sujet, la partie middleware du projet. Alors avant toute chose, une petite présentation de WSO2. Donc WSO2, c'est un éditeur une société qui a été créée en 2005 par deux personnes, Sanjiva Virivarawanama et Paul Fremantle. Donc tous deux sont des anciens de chez IBM et ont contribué notamment à la création de WSDL et du WS Étoile. Donc c'est une société qui a été créée en 2005. Cette société est basée au Sri Lanka et aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est à peu près 500 employés dans le monde. La particularité de WSO2 et ce qui fait une de ses forces et aussi une des raisons importantes pour lesquelles Smile travaille avec WSO2 aujourd'hui, c'est que tous les produits de WSO2 aujourd'hui sont disponibles en licence open source, que WSO2 est un acteur important de l'écosystème open source. Il contribue et reverse sur de nombreux projets de la fondation Apache. Un petit exemple, le graphique présenté aujourd'hui à l'écran illustre le top 20 des sociétés en termes de nombre de contributeurs à la fondation Apache. Aujourd'hui, WSO2 est placé en 7e position des sociétés ayant le plus grand nombre de contributeurs. Quelques références de WSO2, des références majeures. Donc WSO2 travaille notamment avec la société eBay, avec Boeing, Barclays ou encore d'autres acteurs. Alors pourquoi avoir choisi WSO2 au-delà du fait qu'il s'agisse d'un acteur important de l'écosystème open source, WSO2 propose pour nous une plateforme de middleware qui est complète, modulaire et évolutive, avec différentes briques qui, notamment dans le cadre du projet de Coved, ont porté leurs fruits. On peut citer, par exemple, avant de rentrer dans les détails techniques, je passerai la main à mon collègue Grégory, les principales briques qu'on a pu intégrer dans le cadre de ce projet, les briques d'intégration, avec notamment la partie USB, les briques d'API management, de gestion d'identité, d'analyse et de gouvernance. C'est également donc une solution très complète qui permet de s'interfacer avec différents systèmes, qu'ils soient dans le cloud ou on-premise chez nos clients. Je vais maintenant passer la parole à Grégory, notre expert. Grégory, ça va être à toi. Bonjour à tous. Donc, vous en doutez, la solution qu'on a choisie pour la partie débarquée du projet est essentiellement basée sur l'écosystème de WSO2. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi WSO2? Pour plusieurs raisons. La premièrement, c'est la modularité de leur offre et la couverture en termes fonctionnels de leur offre.
Donc WSO2 offre la possibilité à une couverture réellement globale de toute la partie middleware et nous permet de couvrir l'essentiel des besoins qui ont été exprimés par notre client, sans avoir à mixer des composants provenant de plusieurs éditeurs différents ou de plusieurs solutions open source différentes qui nous ont permis donc de, on va dire, simplifier le travail d'intégration et qui va nous permettre aussi par la suite de simplifier la maintenance de l'ensemble de l'écosystème. Donc, si on reprend l'architecture, on va commencer par la partie, on va dire, la plus basse. Donc, la première chose, c'est que le système embarqué, pour fonctionner, a besoin de données. Ces données, personne ne les invente, donc elles sont renseignées, elles sont fournies par le SI du client. Ces données en provenance du SI client vont être remontées dans ce qu'on appelle, nous, donc, le SI débarqué, vont être notamment stockées dans des bases de données dans ce SI. Ce SI va également offrir plusieurs services fonctionnels, donc plusieurs web services ont été développés en Java spécifique. Donc sur le schéma, vous les retrouverez sur la notion de Business Data Services. Vous avez des différences en termes de protocole, en termes de format d'échange des messages, notamment entre donc, les web services mis en place et le SI de Covet. Donc vous avez du XML d'un côté avec des échanges de fichiers, de l'autre côté vous avez des échanges en API REST JSON. Et puis il est évoqué plusieurs fois des possibilités dans le futur de se relier à d'autres services tiers pour alimenter la cabine connectée en d'autres données. Et donc, forcément, gérer de nouveaux protocoles, de nouveaux formats différents. Et donc, nous avons une problématique d'intégration de données, de flux, qu'il fallait prendre en compte dès le début du projet. Donc, c'est pour ça que l'ensemble de ce SI débarqué est basé sur une brique centrale. Donc, réellement, le cœur de ce SI est basé sur la solution WSO2 ESB. Donc l'ensemble des flux vont passer dans ce cœur et vont être répartis en fonction des besoins. La cabine débarquée, c'est où vous avez des éléments dans un camion qui ont été réalisés par nos collègues. Donc, ce sont des éléments électroniques avec de la tablette, un OS Android. Vous avez à côté de ça une application mobile directement que les employés ont sur eux, sur leur téléphone mobile professionnel. Et donc il faut remonter ces éléments-là maintenant vers ces dispositifs. Nous sommes en mobilité. Vous avez des problématiques de connexion. Vous n'avez pas de connexion permanente. Donc réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont ces dispositifs-là qui vont réclamer l'information. On ne peut pas facilement, on va dire, l'envoyer de nous-mêmes vers l'extérieur. Donc, le SI débarqué expose un ensemble d'API REST, JSON, exposés vers l'extérieur via WSO2 API Manager. Et donc, ces dispositifs embarqués vont se connecter à WSO2 API Manager pour récupérer les informations. Utiliser WSO2 API Manager permet aussi d'envisager par la suite une extension fonctionnelle du SI débarqué, qui serait par exemple l'ouverture de certaines API à des clients ou à d'autres besoins pour des applications internes du client. Dans l'autre sens, le chauffeur, quand il réalise sa tournée, à un moment donné, il va falloir qu'il renvoie des informations. Donc, par exemple, il va détecter des anomalies. Il va, à un moment donné, notifier qu'il a réalisé toute sa mission. Donc, toutes ces informations-là, il va falloir aussi qu'il remonte dans l'autre sens.
Donc, de la même manière, vous avez des API qui ont été exposés via WSO API Manager, qui seront interrogés par ces dispositifs embarqués et qui remonteront les informations dans le SI débarqué, puis sur le SI du client. En parallèle, ce qui était très important également était de profiter de cette volonté de digitalisation des données, on va dire métiers, était aussi de la possibilité de remonter toute la télémétrie du véhicule. Donc, la télémétrie du véhicule, ça peut être simplement, on va dire, les coordonnées GPS du véhicule pour le suivre en temps réel, mais ça va être également potentiellement les données sur les vitesses enclenchées, le niveau d'huile, le niveau de l'essence, voilà, ce type de choses. Donc toutes ces données-là vont être remontées en temps réel sur le SI débarqué. Et là, nous avons fait le choix de ne pas passer via une API REST, donc via WSO API Manager, mais plutôt de passer directement via le message broker de WSO2 et via un protocole très spécifique qui s'appelle MQTT. Donc ces données de télémétrie vont remonter dans le SI débarqué, puis être analysées par la suite par WSO Data Analytics Server qui exposera des dashboards dans le futur pour suivre réellement la flotte en temps réel, pour permettre potentiellement de prévenir des pannes ou du coup des opérations de maintenance. Alors, WSO2 DAS, dans les dernières versions des produits WSO2, si vous avez suivi un petit peu l'activité de l'éditeur, depuis l'été dernier, chaque produit WSO2 est packagé avec un dashboard qui s'installe sur le Data Analytics Server. Ce dashboard-là vous permet de remonter des métriques de base sur chacun des produits. Donc, par exemple, ici, vous voyez le dashboard de l'ESB Analytics qui va vous permettre de remonter le nombre de requêtes qui transitent dans l'ESB, le nombre de cas d'erreur, vous permettre aussi également, si vous souhaitez d'aller beaucoup plus loin, de voir en quasi temps réel les messages qui circulent, voilà, pour aussi vous permettre un petit peu d'auditer un petit peu plus spécifiquement votre système. Mais le souci, c'est que de base, si vous allez sur le site WSO2, vous verrez que ces dashboards, ils sont séparés. Vous allez devoir avoir 3 instances. Donc, par exemple, nous, dans notre architecture, nous avons un API Manager, un ESB et un Identity Server. Si vous allez sur le site de WSO2, vous verrez que vous aurez un ESB Analytics, un IS Analytics et un API Analytics à télécharger et à installer sur votre SI. La réalité, c'est que derrière ces outils d'analytics, c'est le composant, le produit WSO2 qui s'appelle WSO2 Data Analytics Server qui est installé et sur lequel est posé un dashboard avec des fonctionnalités de traitement. Donc nous, pour rationaliser le SI, ce que nous avons fait, c'est que nous avons téléchargé le Data Analytics Server nu et nous avons installé nous-mêmes chacun des dashboards sur le même composant. Donc, ça peut poser quelques problèmes de compatibilité, etc. Donc, nous avons réglé. Donc, nous avons utilisé Data Analytics Server 5.2. Alors, justement, il y avait quelques évolutions avec les outils d'analyse de chacun des produits. Si vous tentez de le faire, je vous conseille d'aller récupérer les configurations des flux qui sont directement sur le GitHub de chacun des produits et les installer directement. Et vous verrez, ça va marcher sans problème. Alors, nous manipulons dans ce SI débarqué des données très importantes, des données, on va dire, qui vont être contractuelles. Vous allez avoir derrière de la facturation client. Vous avez un certain nombre de données légales également qui sont très importantes
à récupérer et surtout ne pas perdre. Donc, l'une des choses qui était très importante quand nous avons mis en place ce SI, c'était la garantie que les messages ne seraient pas perdus et que l'on pourrait les récupérer en cas d'anomalie. Donc, quand on travaille avec un SI embarqué ou mobile, donc on a plusieurs problèmes sur lesquels il faut qu'on fasse face. Donc, la première, déjà, c'est au sein même de ce SI débarqué, comment faire en cas d'une anomalie sur un des composants pour ne pas perdre les messages. Deuxièmement, c'est garantir la non-perte de messages entre l'applicatif embarqué et le SI débarqué. Nous sommes dans un environnement mobile, donc avec une connexion qui peut s'interrompre à tout moment, avec des zones blanches qu'il faut gérer également. Et le troisième élément, qui est inhérente au système mobile embarqué, c'est la problématique de la gestion des erreurs. On est en informatique, on le sait tous, il y a toujours des bugs. Voilà, on ne va pas se voiler la face, et il faut tout de suite prévoir comment est-ce qu'on pourrait, d'une certaine manière, les gérer. Et l'un des bugs qui nous concerne particulièrement sur la gestion de ces messages-là, c'est la possibilité que nous ayons des dispositifs embarqués qui, par exemple, aient mal été mis à jour, ou que vous ayez un dispositif embarqué qui utilise une ancienne version d'un système ou qui est buggé et qui envoie des formats de messages qui ne correspondent pas à ce que l'on est capable de traiter derrière. Malheureusement, on ne va pas se déplacer aux quatre coins de la France en permanence pour aller récupérer le message sur le dispositif embarqué et le traiter. Ce n'est pas viable. Donc, la solution, c'est de se dire que d'être d'une certaine manière un petit peu sympathique et de dire que l'on va accepter tous les messages d'une certaine manière qui vont rentrer, donc avec un certain nombre de contrôles de sécurité aussi, mais en soi, nous n'allons pas contrôler de base le format du message. Donc l'applicatif mobile ou embarqué va nous envoyer des messages. Nous allons tout de suite, la première chose que nous allons effectuer, nous allons les stocker dans une queue, donc dans le message broker. Les stocker dans une queue, ça nous permet tout de suite de libérer l'applicatif mobile pour qu'il puisse faire autre chose et nous éviter au minimum les problématiques des connexions longues qui risqueraient d'être interrompues. Ensuite, une fois le message stocké dans le message broker, nous allons réaliser son traitement et sa transformation pour la suite du processus. Donc le message broker, l'USB va interroger le message broker, va dépiler la queue et va envoyer des messages vers les services concernés. Et qu'est-ce qui se passe si l'un de nos services s'interrompt, est en anomalie? Il va falloir qu'on mette un dispositif de garantie. Donc concrètement, quand vous êtes en JMS, dans le standard JMS, vous avez une notion d'acquittement et de cession qui est disponible. Donc dans l'ESB, quand vous allez dépiler les messages du message broker, vous allez lui dire que vous êtes en cession, que vous allez réaliser un acquittement par le client, qui est l'ESB, et que, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous allez envoyer un message, par exemple, donc ici sur le service 2, que ce service 2 ne répond pas, l'ESB va partir en erreur, puisqu'il n'arrive pas à contacter le service qui souhaite réceptionner le message, et va lancer une commande de rollback sur le message broker. Cette commande de rollback va laisser le message en tête de la queue dans le message broker. Le message broker est configuré pour réaliser plusieurs envois successifs en cas d'erreur. Donc, vous allez avoir un retry, ce qui permet de gérer une interruption réellement temporaire de service. Si le problème est plus grave et qui nécessite une interruption de longue durée, votre message va être mis dans une dead letter.
La cause peut être multiple, peut-être que le service est réellement en grosse erreur, que vous avez une maintenance très importante pour le remettre en place, ou tout simplement que le dispositif mobile ou embarqué vous a fourni un message qui ne correspond pas au format exact que vous attendiez. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? À chaque fois qu'on a un message qui va être disposé dans cette dead letter, nous allons avoir une notification qui va être envoyée à WSO2 Data Analytics Server. Et le WSO2 Data Analytics Server va gérer une alerte vers une équipe de TMA qui va prendre en charge le bug, faire le traitement nécessaire pour réinjecter le message. Et donc c'est comme ça qu'on pourra fiabiliser la connexion et ne plus avoir de perte de message. Alors si on passe sur l'autre partie du projet, qui est remonter toute la télémétrie véhicule. Alors la télémétrie véhicule, c'est beaucoup d'informations, mais vraiment minuscules, qui vont être envoyées tout au long de la tournée du véhicule. Nous n'allons pas utiliser un protocole standard, le protocole HTTP, en faisant du REST JSON. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce protocole, il est très lourd, très coûteux. La couche HTTP, elle est vraiment très importante. Nous, ce que nous souhaitons, c'est rationaliser justement les échanges réseau, limiter l'occupation de la bande passante, se prémunir des interruptions réseau. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui nous poussent à dire que le reste, dans ce cas-là, ne correspond pas à notre besoin. Quand vous faites du message broker, la première chose qui vous vient en tête, c'est le standard JMS. Le standard JMS, donc soit vous allez le faire porter sur un protocole propriétaire d'un éditeur de message broker, soit vous allez le faire porter par des protocoles standardisés comme MQP principalement. Ces protocoles-là sont en général considérés comme étant utilisables au sein d'un SI, mais pas utilisables vis-à-vis de l'extérieur. Pourquoi? Parce que très lourd et parce qu'en général peu sécurisé. Donc l'une des solutions est de se pencher sur un protocole qui a été mis en place il y a très longtemps, mais qui avait été un petit peu oublié, qui est le protocole MQTT. Alors MQ, attention, ça ne vient pas de MessageQ, mais en réalité, le nom provient de IBM MQ Series. Donc vous avez deux personnes qui ont travaillé pour IBM, qui s'appelaient Stanford Clark et Alan Nipper, qui ont créé ce protocole en 1999. IBM l'a standardisé et l'a publié en 2012. Alors ce protocole est sur une base de Publish-Subscribe, sur du TCP/IP. Alors Publish-Subscribe, vous dites, oui, quelle est la différence avec JMS? Alors JMS, vous avez deux modèles. Vous avez le mode queue et vous avez le mode topic. Le Publish-Subscribe du MQTT, c'est uniquement, on va dire, l'équivalent du mode topic en JMS. Qu'est-ce que nous apporte ce protocole? Il va nous permettre, premièrement, d'optimiser, en termes d'usage, la bande passante. Et quelque chose qui est également très intéressant, c'est que l'ordonnancement au niveau même des bits, au niveau du format du message qui transite sur le réseau, a été optimisé pour limiter la consommation CPU, que ce soit en lecture ou en écriture, pour le client de ce protocole-là. Donc ça va être très intéressant justement pour les dispositifs embarqués qui ont des capacités potentiellement très limitées, ou sur lesquelles il nous faut prendre peu, très peu d'énergie. Voilà. Ce protocole-là aussi nativement a été conçu pour gérer les problèmes de connectivité et de latence réseau, pour garantir la réception des messages. Donc il est couramment utilisé dans l'IoT et en fait, sans le savoir, vous l'utilisez tous les jours. Vous l'utilisez tous les jours pour tous ceux qui ont un compte Facebook. Facebook Messenger, la base de Facebook Messenger, c'est du MQTT. Alors, MQTT est aussi utilisé dans des très gros systèmes.
qui ont besoin de sa fiabilité. Donc, par exemple, vous allez au Royaume-Uni et donc vous avez tout le système de contrôle de la signalisation ferroviaire qui est réalisé sur une base de MQTT. Donc, comment est-ce que nous avons utilisé ce protocole-là dans notre projet? Donc, notre applicatif mobile ou embarqué va nous transmettre des informations de télémétrie ou des événements métiers. Ces événements vont être envoyés à aussi débarquer sur le WSO2 Message Broker en MQTT. Notre message broker va garantir la non-perte de messages en les stockant dans une base de données PostgreSQL. Le Data Analytics Server, lui, est configuré pour dépiler les topics sur le message broker, en MQTT également, pour les réceptionner. Tous ces événements-là seront eux-mêmes stockés donc, dans son entrepôt de données d'événements sur une base PostgreSQL. Le Data Analytics Server est composé d'un Spark, il est également composé d'un Storm. Vous avez une surcouche spécifique à WSO2 qui s'appelle CD, qui est un langage de programmation pour faire du traitement de données en streaming, qui va permettre de retraiter cette masse d'événements et en sortir derrière des métriques pour alimenter des dashboards, pour alimenter des rapports, etc., etc. Donc, toutes ces données calculées vont elles-mêmes être stockées dans du PostgreSQL. Ce composant de Data Analytics Server, il est extrêmement utilisé dans le monde. Je vais vous donner quelques exemples que vous ne pensez peut-être pas. Uber. Uber utilise le cœur du Data Analytics Server, qui est le Complex Event Processor, pour gérer tout le système anti-fraude de ces commandes que vous réalisez tous les jours pour commander votre Uber sur votre mobile. Voilà. Donc vous allez aller voir aussi également les compagnies aériennes. Donc vous allez avoir notamment, signifiant son nom, c'est American Airlines, qui optimise ses escales, le temps d'escale, grâce au Complex Event Processor de WSO2. Et il y a un autre acteur, pour ceux qui ont suivi les webinars et qui auraient vu les conférences qui ont eu lieu l'année dernière en Europe à la conférence de WSO2, qui est le système de gestion des transports de Londres, donc TfL, Traffic for London, qui utilise également ce composant-là pour gérer l'ensemble des bus de Londres, pour suivre la flotte en temps réel et également contrôler l'activité des chauffeurs. Par exemple, il contrôle la vitesse des chauffeurs. Alors, quand vous êtes à Londres, les chauffeurs ont une vitesse maximum autorisée et si jamais les chauffeurs dépassent cette vitesse-là, eh bien, l'entreprise qui emploie ce chauffeur-là reçoit une amende. C'est comme ça que ça se passe sur le trafic londonien. Voilà. Et donc, tout ça, c'est contrôlé grâce au Complex Event Processor de WSO2. Et ce cas-là est très important pour nous parce que d'une certaine manière, c'est quelque chose qui nous concerne directement dans notre projet. Nous avons une volonté à terme qui est de suivre en temps réel la flotte. Alors pas pour contrôler l'activité des chauffeurs, mais pour pouvoir aider, on va dire, l'entreprise à mieux répartir l'activité des chauffeurs, optimiser la gestion de la flotte et également rendre potentiellement de nouveaux services aux clients qui sont essentiellement les collectivités locales ou des grandes entreprises industrielles. Qui est par exemple, vous avez un usager qui est chez lui et qui constate que ses poubelles n'ont pas été collectées. Qui téléphone à la collectivité locale ou directement à l'opérateur qui est notre client. Et en temps réel, vous allez avoir notre client qui va pouvoir voir
Le camion, il est passé ou il n'est pas passé à cette adresse. Il a vu la poubelle, mais il ne l'a pas prise parce qu'elle n'était pas conforme, ou tout ce type d'informations pourront être déjà remontées. Voilà. Ou dans le sens inverse, pouvoir demander à un camion de dérouter sa route pour aller rechercher une poubelle qui n'aurait pas été récupérée, ou pour aller assister un collègue qui aurait plus de déchets réceptionnés que prévu à l'origine. Derrière, ces données de télémétrie vont permettre également au centre de maintenance, potentiellement, de prévenir les pannes, en collectant l'ensemble de la télémétrie véhicule. Donc, comme vous le constatez, vous avez énormément de briques, énormément d'informations qui circulent, potentiellement confidentielles. Donc, comment est-ce que ce système-là est sécurisé? Donc nous sommes à l'heure actuelle en phase pilote et nous avons, on va dire, un système de base qui a été mis en place. Donc quand vous êtes en API REST, la base de l'authentification en général, un petit peu un standard à l'heure actuelle, c'est de réaliser une authentification en OAuth 2. Donc l'API Manager de WSO2 supporte l'OAuth 2, est capable de gérer des tokens SAML2 et est capable de gérer des tokens NTLM pour les authentifications Windows. Donc nous avons une authentification OAuth 2 qui est réalisée via l'API Manager. L'API Manager délègue réellement cette gestion des tokens à WSO2 Identity Server et nous avons un annuaire à l'heure actuelle en PostgreSQL dans le SI débarqué. Du côté message broker, en MQTT, alors de base, vous avez une basic auth, on va dire un équivalent d'une basic auth qui est prévu au niveau protocolaire. Vous allez utiliser du MQTTS, qui est l'équivalent, on va dire, du HTTPS en HTTP. Donc on vous a rajouté une couche SSL autour. Et si vous le souhaitez, le protocole est assez lâche, c'est-à-dire que c'est une basic auth qui est défini dans le standard par défaut, mais en réalité, il vous laisse la possibilité d'implémenter d'autres standards d'authentification si nécessaire. Alors, vous voyez qu'on utilise l'API Manager et l'Identity Server. On pourrait se dire pourquoi on utilise l'Identity Server et pourquoi on n'utilise pas que l'API Manager. Ça aurait pu suffire, effectivement. La raison, c'est que par la suite, la volonté, c'est que l'annuaire ne soit plus sur le site débarqué, mais que nous réalisions une véritable fédération d'identités avec l'annuaire de l'entreprise. Donc nous allons réaliser de la fédération d'identités, potentiellement via SAML2, avec un Active Directory chez le client. Et donc nos applicatifs vont s'authentifier directement sur le SI du client et pouvoir envoyer des informations sur le SI débarqué avec la même autorisation. Voilà. Alors, vous vous doutez, on a vu énormément de choses, vous avez vu qu'on a énormément de composants. Et là se pose une problématique qui est, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour déployer ça? Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec autant de composants différents, pour être efficient, pour essayer de garantir que tous les environnements soient configurés exactement de la même manière? Donc, on va dire pour essayer de limiter d'une certaine manière le travail, pour limiter le travail de maintenance et pour se prémunir de bugs involontaires, de fautes d'inattention. Donc, à l'heure actuelle, on va dire que vous avez plein de packages à déployer. Donc, vous avez, par exemple, 5 produits WSO2. Vous avez à peu près au même niveau un nombre de web services à déployer. Vous avez à côté des batchs. Vous avez tout un tas d'outils de base. Bon, je sais pas, on va déployer du Tomcat, on va déployer un serveur FTP, on va déployer des arborescents spécifiques de répertoire. Il va falloir qu'on configure des droits. Il y a beaucoup d'opérations pour installer cette infrastructure et pour qu'elle soit pérenne. Donc le principe que nous avons mis en place, donc à Smile, de base, nous avons l'ensemble de nos serveurs qui sont gérés par du Puppet.
Puppet permet d'installer des couches basses, donc de configurer les OS, installer, on va dire, tous les outils de base pour les administrateurs pour gérer les plateformes, et pour installer les sondes système pour tout ce qui est métrique, surveillance que les machines ne sont pas tombées, métrologie, etc. Au-dessus de ça, nous avons mis en place sur ce projet, et c'est quelque chose qui est en train de devenir un standard au sein de Smile, d'utiliser un produit qui s'appelle Ansible. Alors Ansible, c'est un outil qui vous permet de faire du déploiement automatisé. Alors comment est-ce que ça marche concrètement? Là, vous allez écrire votre playbook. Un playbook, on va dire, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. À l'intérieur, vous allez lui indiquer comment est-ce que vous allez installer chacun des composants, où est-ce que vous allez le télécharger, où est-ce que vous allez le déposer, etc. Quand on va installer un composant, donc par exemple un composant, on va dire le WSO2 Identity Server, bah vous doutez que WSO2 Identity Server, on va l'installer pour ce client-là, mais on va également l'installer pour d'autres clients. Donc on a une partie de cette, on va dire, recette de déploiement qui est à mutualiser potentiellement entre projets pour faire une garantie de coût d'échelle. Donc l'un des principes de base en Ansible est donc de créer ce qu'on appelle des rôles. Donc nous-mêmes à Smile créons des rôles Ansible et des rôles pour WSO2, pour Tomcat, pour installer tout un tas d'opérations système sur les serveurs. Notre playbook embarque ces rôles et derrière, nous allons lancer Ansible. Et qu'est-ce que va faire Ansible? Il va déployer sur nos différents environnements. Donc au sein de Smile, nos environnements de développement sont tous sous Linux. Et nous utilisons un composant spécifique. Alors je sais que tout le monde parle de Docker à l'heure actuelle. Il y a d'autres systèmes que Docker qui utilisent. Au sein de Smile, nous utilisons un système qui s'appelle LXC depuis de nombreuses années et qui a fait ses preuves. Donc c'est un système de containerisation léger pour Linux et qui est même sous-jacente à Docker, sous Linux. Donc Ansible va configurer les LXC sur les postes de développeurs qui vont avoir un environnement complet pour pouvoir travailler qui sera à l'identique de ce qu'il y aura sur les environnements d'intégration et de production. Ensuite, par le même playbook, nous allons déployer l'intégration qui est actuellement sur l'OpenVZ. Et la pré-production et la production, quant à eux, sont sur de l'Amazon AWS, donc sur des serveurs EC2, et nous utilisons un certain nombre de services Amazon, donc par exemple pour les bases de données RDS, de l'EFS pour le stockage de fichiers, etc. Donc Ansible va nous permettre de rationaliser notre déploiement et avec simplement sur quelques paramètres de configuration, quelques règles spécifiques à chaque environnement, d'avoir un déploiement qui va être identique, quels que soient nos environnements, et qui va derrière nous faciliter la maintenance de l'ensemble du système. Comment est-ce que est lancé Ansible? Alors Ansible, chaque développeur peut le lancer en ligne de commande. Après, si vous souhaitez également, pour réaliser donc, de l'intégration continue, on pourrait même envisager du continuous delivery. Vous pouvez aussi le brancher sans aucun problème avec un Jenkins ou équivalent. Merci Grégory pour cette présentation. On arrive donc du coup à la fin de notre webinaire. On va prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions qui nous sont posées sur le chat. Donc le temps de compiler un petit peu ces questions-là. Alors il y a une question qui nous a été posée concernant
la réutilisabilité du projet pour un client ou un prospect qui serait sur un territoire peut-être différent. La question, c'est de savoir quel est le taux de réutilisabilité de ce qu'on a fait. Donc, je pense que Grégory a déjà un petit peu répondu là-dessus, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au sein de Smile, un intégrateur comme Smile cherche à capitaliser sur les projets qu'il réalise, et notamment toute la partie déploiement, Ansible et les différents rôles qu'on a pu créer, ce sont des éléments sur lesquels on capitalise en interne et qu'on peut réutiliser pour d'autres clients, même sur des domaines, des secteurs d'activité bien différents de celui de notre client. Donc c'est difficile à estimer, mais on sait que sur la partie, sur les couches assez basses, et notamment sur la partie déploiement et installation, c'est des éléments sur lesquels on va pas mal capitaliser entre projets. Je vois une autre question concernant les protocoles utilisés, c'est ça? Donc, quels sont les protocoles qui sont gérés par l'Identity Server de WSO2? Alors, je vais laisser la parole à Grégory. Alors, WSO2 Identity Server, alors nous, là actuellement, on n'utilise que, on va dire, la couche O2 et la couche SAML2 en interne entre les produits WSO2. Réellement, c'est un produit qui est assez souple et qui contient, enfin, qui implémente beaucoup d'autres protocoles. Donc, vous avez le traditionnel OpenID, vous avez l'OpenID Connect et beaucoup de ces sous-normes sur O2. Vous avez également des connecteurs qui sont fournis par l'éditeur pour gérer, pour ajouter d'autres protocoles. Donc par exemple, des besoins qui sont assez courants, c'est tout ce qui est les demandes d'OTP, donc OTP par email, OTP par SMS ou d'autres formes d'OTP. Donc vous avez des connecteurs sur le site de WSO2. Et puis vous allez pouvoir vous connecter par exemple avec du Google Authenticator ou du Facebook pour faire la fédération d'identité avec des services externes. Voilà. Alors, une autre question peut-être. Alors, la question, c'est quels sont les services fournis par le Business Data Services. Alors là, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Alors, en fait, vous avez un produit qui s'appelle le Business Process Server et vous avez le Data Service Server. Alors, le Data Service Server, lui, vous permet, on va dire, de virtualiser l'accès à des données que vous stockeriez dans une base de données ou dans un entrepôt de données en les exposant sous forme d'API REST et SOAP. Le Business Process Server, lui, est plus un outil qui vous permet de faire de la BPM, donc gérer les processus métiers liés à vos flux, liés à l'activité métier que vous voulez implémenter. Donc le Business Process Server est notamment on va dire un composant qui est très lié à l'API Manager de WSO2. On peut l'utiliser derrière pour gérer une partie des process, par exemple d'inscription, d'enregistrement, de souscription à une API, ou ce type d'éléments. Alors peut-être une dernière question. Je vois une question plutôt sur le projet en lui-même. Donc quelle a été la durée du projet? Donc c'est vrai que le projet qu'on a réalisé pour ce client, c'est un projet qui s'est étalé sur plusieurs mois. Donc ça a mobilisé, comme vous avez pu le voir, pas mal d'équipes chez Smile. Donc le projet dans sa première phase, c'est un projet de 6 mois à peu près, avec 4-5 équipes qui sont intervenues sur différents sujets et différentes phases du projet. Voilà pour vous donner un petit peu de visibilité sur le projet. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous retrouverez donc les slides de ce webinaire sur notre site internet.
N'hésitez pas également à nous contacter. Donc vous voyez s'afficher à l'écran l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter si vous avez des projets autour de WSO2. Nous serons ravis d'y répondre. Je vous souhaite encore une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.